Kouta, Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanatikeli iyo papa? Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Boka soki ebebi mosala na yango ekobebaka elongoma. Ebongi kozala na bongo ya makasi mpona lokumu ya mboka osolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo. Ebongi tozala na mbongo ya makasi lolenge ya franc congolais. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Une monnaie crédible a toujours été au centre d'une économie forte, du moins qu'on puisse dire. Mais la bataille pour une monnaie crédible demande la technicité des spécialistes. Bakolo State ce soir a le réel plaisir de recevoir dans cette émission un technocrate, spécialiste en gestion de banques et de marchés financiers. Dr Noël Tchani est haut fonctionnaire international ici à Washington DC. Il est donc membre très influent de l'intelligence congolaise de la diaspora aux États-Unis, mais il est aussi auteur de plusieurs livres dont le tout récent d'ailleurs s'intitule Bataille pour une monnaie nationale crédible. Ce soir, je ne suis pas seul. Je me fais le plaisir d'animer cette émission avec ma consoeur, Madame Feza Mika, qui est journaliste à B1 Radio TV, une station de télévision basée à Kinshasa, qui est aux États-Unis pour raison de service et sur invitation, bien sûr, du département d'État. Madame Feza, bonsoir. Bonsoir. Merci. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Feza de l'autre côté du studio qui va nous introduire l'invité de ce soir. Bien sûr, vous l'avez dit tantôt, Noël Tchani est fonctionnaire d'une organisation internationale. Il a occupé plusieurs fonctions dans cette institution. Et puis, en même temps, il est auteur des 2 livres dont je vais lire les intitulés ici. Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo et Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economies. Voilà les 2 livres qu'il avait publiés avant et maintenant un autre livre, un 3e livre qui est intitulé La bataille pour une monnaie nationale crédible. Merci ma consoeur. Ensemble avec Madame Feza, nous allons essayer de discuter avec le docteur Tchani sur cet ouvrage, mais aussi essayer de comprendre la conséquence de la dollarisation de l'économie congolaise, tout en cherchant à comprendre sa vision sur une monnaie forte et crédible pour une nouvelle politique monétaire en République démocratique du Congo, condition, comme il le souligne d'ailleurs dans son ouvrage, d'un développement durable. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui va constituer le vif de notre sujet de ce soir. Alors, Madame Feza, si vous avez une question pour commencer. D'entrée des jeux, je voudrais déjà lui poser une première question. Pourquoi avoir intitulé La bataille pour une monnaie nationale crédible? Comment justifiez-vous ce titre? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous attachez aux publications que j'ai dû mettre sur le marché. Le nouveau livre qui s'intitule La bataille pour une monnaie nationale crédible est un livre qui fait en quelque sorte la prolongation de 2 premiers livres qui, le premier était axé beaucoup plus sur la monnaie congolaise. Le 2e livre était axé sur la Banque centrale et le système financier au Congo. Je me suis dit qu'il faudrait maintenant faire la symbiose, mettre les 2 ensemble. Donc le 3e livre va faire la jonction entre la monnaie congolaise, la Banque centrale, la politique monétaire et l'économie. Et comme vous le savez, le Congo n'a pas été béni dans ce domaine de gestion monétaire. Depuis 1960, les Congolais n'ont jamais connu de bonheur avec leur monnaie. Les monnaies que nous avons eues ont toujours été des monnaies qui se déprécient, qui perdent des valeurs de jour en jour. Je me suis dit qu'il faudrait qu'ensemble, en tant que peuple, nous puissions mener une bataille collective
pour que nous puissions mettre en place une monnaie qui va cette fois-ci être beaucoup plus crédible, garder beaucoup plus de valeurs, nous assurer donc la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est cela qui m'a inspiré à pouvoir trouver ce titre de la bataille pour une monnaie nationale crédible. Et quels sont les grands points que vous avez repris dans ce livre? C'est vrai qu'il est assez vaste. C'est déjà combien de pages? Le livre est assez volumineux. C'est un livre qui fait 571 pages. Il combine beaucoup de chapitres. Donc, il y a des chapitres qui sont axés beaucoup plus sur la monnaie, des chapitres qui sont axés sur le système financier et des chapitres qui touchent beaucoup plus donc, à la vision que nous devons avoir en tant que pays pour la monnaie, mais pour l'avenir et la stratégie de développement donc, du secteur financier d'une façon globale. Tout à fait. Alors, docteur Noël Tchani, dites-nous, le livre sort quand, où on peut les trouver, ici aux États-Unis et ailleurs? La bataille pour une monnaie nationale crédible, c'est un livre qui est édité en Belgique actuellement par la maison d'édition qu'on appelle The Book. Pour ceux qui parlent flamand, ça s'appelle The Book, mais les francophones donc, ont tendance donc, à prononcer ce mot-là par The Book. C'est une maison d'édition basée à Bruxelles, avec laquelle j'ai travaillé pendant les 3 derniers mois pour arriver à préparer donc, le livre. Et il sera disponible dans les librairies en Belgique et en France, mais également ici à Washington, il sera vendu donc à InfoShop de la Banque mondiale. Et nous avons fait aussi des arrangements pour qu'en République démocratique du Congo, les livres soient disponibles à travers les librairies Saint-Paul dans toute la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Tout à fait. Alors, bataille pour une monnaie nationale crédible, ça nous vient à l'esprit. Est-il possible qu'on ait une monnaie crédible au Congo? Oui, je crois que les Congolais ne sont pas voués à la fatalité. Nous avons connu depuis 1960 jusqu'à présent plusieurs monnaies qui se sont succédées. On a connu la période donc, du franc congolais de 1960 jusqu'en 1972, quand on a créé donc, le Zaïre monnaie. Et on a connu le franc congolais qui a commencé en 1997-98, donc jusqu'à ce jour. Mais quand on regarde donc, toutes ces monnaies-là, elles n'ont jamais gardé des valeurs de façon durable. Et par conséquent, je me suis posé la question de savoir pourquoi les monnaies congolaises ne conservent pas des valeurs, n'ont jamais connu de stabilité monétaire donc à long terme. Qu'est-ce que le Congo démocratique peut faire aujourd'hui pour qu'il puisse avoir une monnaie qui soit aussi crédible que les autres monnaies, telles que le dollar, telles que l'euro, telles que le rand sud-africain par exemple? Alors, j'estime personnellement qu'il y a des principes de gestion monétaire qui sont universels, qui sont connus de tout le monde. Et si on applique au Congo ces principes de gestion universelle que d'autres pays ont suivis, j'estime que nous devrions être à mesure d'avoir au Congo une monnaie aussi crédible que les autres pays. Madame Feza, sûrement vous avez une question, puisque vous étiez au Congo quand on a lancé les nouveaux billets de banque. J'aimerais quand même savoir si l'émission des nouveaux billets de banque sur le marché monétaire est une solution pour la crédibilité d'une monnaie. Vous savez, quand on regarde l'évolution de la valeur de la monnaie congolaise, le franc congolais, depuis qu'il a été lancé en 1998, on constate que le franc congolais a perdu des valeurs au jour le jour. La raison pour laquelle le franc congolais perd des valeurs, c'est que les taux d'inflation sont trop élevés. Avec l'inflation élevée, la population congolaise ou le public congolais a perdu confiance dans la monnaie nationale. En perdant confiance dans la monnaie nationale, on a embrassé en quelque sorte les devises étrangères, dont le dollar. C'est ça qu'on appelle le développement de la dollarisation, c'est-à-dire la juxtaposition du dollar américain aux côtés du franc congolais, qui les deux circulent sur l'étendue de la République démocratique du Congo, alors que la Constitution congolaise, dans son article 170, la Constitution congolaise donc dit que sur l'étendue de la République, on ne devrait avoir que le franc congolais comme étant la seule monnaie ayant cours légal dans toute l'étendue de la République. Ce qui n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, si on veut mettre fin à la dollarisation,
je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question de savoir pourquoi d'abord on est arrivé à la dollarisation, le manque de confiance. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour établir la confiance dans la monnaie congolaise? Il y a des problèmes donc de gestion, il y a des problèmes de stabilité politique, il y a des problèmes donc des hommes qu'il faudrait donc qu'on puisse regarder et régler. Au-delà donc des mesures temporaires qu'on puisse mettre en place, ces mesures-là, si elles ne sont pas assises sur des bases solides, ne peuvent pas donner lieu à une monnaie aussi crédible qu'on le souhaiterait. Alors personnellement, je pense que l'introduction des grosses coupures des billets de banque, des 1000 francs, des 5000, des 10 000, des 20 000 francs, ce n'est pas une solution efficace contre la dollarisation. Ces billets-là ne vont pas ramener la confiance dans le public. La confiance va revenir lorsque la population congolaise va penser et va être convaincue que les principes de gestion de la monnaie, les principes de gestion macroéconomique, les principes de gestion de l'économie sont aujourd'hui en quelque sorte donc rassurants pour qu'on puisse penser que l'économie se trouve aujourd'hui sur la bonne marche. Mais selon vous, comment le gouvernement ou l'économie peut-elle aller sur ce chemin de dédollarisation? Parce que déjà, c'est en vue et on a vu des campagnes pour sensibiliser les gens à plus utiliser la monnaie locale. Mais quels sont ces moyens à utiliser pour que cela se fasse quand même dans le temps et se fasse normalement? Oui. Là, je peux ajouter qui contrôle effectivement le système bancaire congolais. Bon, je pourrais dire déjà que c'est une question intéressante. Les deux questions sont complémentaires. Le système bancaire congolais, aujourd'hui au Congo, nous avons 23 banques commerciales. Ces 23 banques commerciales, malheureusement, je constate qu'elles sont toutes les propriétés des étrangers. Il n'y a pas aujourd'hui au Congo une seule banque congolaise qu'on peut dire à capitaux purement et simplement nationaux. Oui, je pense que nous avons un problème. Il faudrait que les autorités monétaires et les autorités politiques pensent à pouvoir ramener les Congolais dans l'actionnariat des banques parce qu'un pays qui ne contrôle pas sa monnaie, un pays qui ne contrôle pas son système bancaire, je pense personnellement que ce pays-là ne contrôle pas son économie. On ne peut pas aujourd'hui s'attendre à ce que la Banque centrale du Congo conduise une politique monétaire véritablement nationale si elle ne peut pas compter sur les banques commerciales qui soient aussi nationales, qui puissent avoir la même vision des choses qu'elles-mêmes. Par conséquent, je souhaiterais que les autorités politiques, les autorités monétaires puissent repenser la stratégie de développement du secteur financier pour qu'on puisse ramener les Congolais dans le système bancaire, qu'on puisse amener les Congolais dans l'actionnariat des banques, pour que les institutions qui se développent aujourd'hui, bien qu'attirant des capitaux étrangers, puissent aussi attirer des capitaux nationaux et qu'ensemble, qu'on puisse bâtir un système financier qui réponde aux besoins de développement de ce pays. Et en termes de perspectives ou en termes pratiques, combien de temps ça pourrait prendre pour que notre monnaie soit crédible? Tout est question de vision, tout est question des politiques que le gouvernement et la Banque centrale et les autorités monétaires pourraient mettre en œuvre. Si on met en œuvre des politiques dans un rayon de temps, je dirais donc de 3, 4, 5 années, on devrait être à mesure de doter le Congo d'une monnaie qui soit véritablement une monnaie nationale qui se respecte. Mais le tout doit dépendre de ce que nous faisons chaque jour. Si on prend une mesure aujourd'hui et on fait le contraire demain, on recommence à zéro. Mais si on se situe dans une dynamique de bonne gouvernance, si on se situe dans une dynamique de mettre en place des politiques monétaires qui soient autonomes, qui soient indépendantes, qui soient crédibles, on aboutira à avoir, au bout d'un certain temps, je peux penser, un horizon temporel donc de 5 ans pourrait être largement suffisant pour que le Congolais puisse commencer à bénéficier donc des fruits d'une monnaie qu'on peut dire une monnaie nationale qui se respecte. Et quel est le rôle de la Banque centrale dans tout ça? Vous savez, le rôle de la Banque centrale est défini par la Constitution de la République. Je crois que c'est dans l'article 176 où on dit que la Banque centrale est l'institut d'émission dont le mandat est d'un côté de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays ayant comme objectif la stabilité de prix. De l'autre côté, de gérer les réserves publiques, les réserves du pays. Un troisième rôle, c'est celui de pouvoir superviser le système financier, le système bancaire, s'assurer que les règles du jeu sont clairement définies et que toutes les institutions jouent d'après ces règles du jeu. Quatrième rôle, c'est d'être le conseiller économique et financier du gouvernement.
Donc ça, c'est des missions qui sont confiées à la Banque centrale par le législateur à travers la constitution du pays. Docteur Tchani, est-ce que les réformes sont nécessaires pour notre système bancaire au Congo? Oui, je crois que pour partir d'une situation qui soit mauvaise à une situation que les gens puissent considérer comme étant satisfaisante, il y a un certain nombre de réformes qu'il faudrait mettre en œuvre. Dans le livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible », j'ai fait une ébauche d'un certain nombre de réformes qui seraient nécessaires pour transformer fondamentalement et la Banque centrale et le système bancaire et la monnaie dans le sens qui puisse soutenir l'économie et asseoir la base donc, du développement économique donc, de ce pays-là. Parmi les réformes que je peux envisager, j'ai mentionné tout à l'heure l'actionnariat des banques. Il faudrait qu'on puisse repenser cela. Je peux mentionner par exemple le cas d'une banque tout récemment qui est tombée en faillite au Congo, c'est la banque congolaise. Lorsque la banque congolaise est tombée en faillite, tous les déposants congolais, c'est-à-dire ceux qui avaient épargné de l'argent, qui avaient des comptes dans cette banque-là, ils ont tous perdu de l'argent. Il n'existe pas au Congo un système d'assurance des dépôts, comme il en existe par exemple ici aux États-Unis, où nous avons ce qu'on appelle Federal Deposit Insurance Corporation, qui garantit donc les dépôts de tout le monde. Je pense qu'il faudrait que le Congo puisse envisager une telle réforme dans le secteur financier pour créer une institution d'assurance des dépôts de façon à pouvoir sécuriser tout le monde, donner donc la confiance du public donc dans le système financier, de telle façon que le public, qui ne pourra plus s'attendre à perdre son argent n'importe comment, peut être motivé pour aller faire des dépôts dans les banques, ouvrir donc des comptes bancaires. Cela va permettre donc d'augmenter ce que j'appelle donc le taux de bancarisation. Le taux de bancarisation, c'est le nombre des comptes bancaires détenus par les gens dans le système bancaire par rapport donc à la population donc dans le pays. Je vous informe que ce taux de bancarisation aujourd'hui donc au Congo est de moins de 1%. Moins de 1%, c'est-à-dire que moins de 1% de la population congolaise a accès aux services du secteur bancaire formel. Je considère qu'il y a beaucoup de potentialités que je vois dans le secteur bancaire si on arrive à mettre en place une institution donc d'assurance de dépôt qui puisse donc sécuriser les gens pour qu'ils puissent venir déposer leur argent et se sentir à l'aise que demain, après-demain, ils ne vont pas donc perdre l'argent au cas où la banque en question donc tombe en faillite. C'est l'une des réformes qu'il faudrait que le Congo puisse envisager donc de faire. Au-delà de cela, je peux par exemple proposer des choses telles que le développement donc, du marché des capitaux. Vous le savez, ici aux États-Unis, les entreprises qui veulent par exemple emprunter de l'argent peuvent aller sur le marché et mettre des emprunts et il y a des gens qui vont souscrire donc à ces emprunts-là. Ça permet à ces entreprises donc de mobiliser de l'argent, mais ça permet donc aux gens, aux investisseurs, de pouvoir trouver des opportunités d'investissement. Pour que cela fonctionne, il faudrait qu'il y ait un marché financier qui soit fonctionnel. C'est des réformes qu'on peut faire au Congo pour mettre en place donc ce genre de marché qui soit donc fonctionnel. Donc, quand vous regardez donc la population totale de la République démocratique du Congo, nous avons 105 millions d'habitants. Mais j'estime que moins de 1% de la population, si je ne me trompe pas, ça doit être 0,05% de la population, a accès aux comptes bancaires, aux services du secteur bancaire formel. Donc, il y a beaucoup d'efforts donc, à faire dans ce domaine-là. Je salue l'arrivée donc, de plusieurs banques ces derniers temps, mais je crois que nous avons encore un grand travail à faire pour que le Congolais ordinaire puisse accéder au système bancaire, puisse accéder au système financier formel, non pas simplement au niveau de la capitale, mais également à l'intérieur du pays. Mais tout ce que vous dites est bel et bien bon pour une monnaie assez crédible, mais avec les contextes de guerre. Pensez-vous que cela favorise aussi cette démarche? D'abord, c'est très déplorable que notre pays soit soumis à cette guerre injuste qui cause beaucoup de dégâts à notre économie, à notre population, qui cause beaucoup de morts. Et je souhaiterais que le plus rapidement possible, une solution définitive soit trouvée à ces problèmes de guerre continue dont souffre la population congolaise depuis plusieurs années. Ma pensée va donc à nos frères à l'Est qui sont soumis à des injustices, à des viols, à des tueries, à des actes de barbarie dénigrants. Donc j'espère que la population congolaise, toute classe politique confondue, mais également la communauté internationale, pourra travailler cette fois-ci pour que nous puissions donc avoir les conditions de retour à la paix, mais de paix
durable. Oui, ça constitue justement aussi un recul par rapport aux investisseurs qui doivent nous apporter beaucoup dans le système économique. Tant qu'il y a la guerre, ils sont un peu méfiants, n'est-ce pas? Vous avez totalement raison, madame. Il n'y a pas d'investisseur sérieux qui puisse investir dans un pays en guerre. Donc, au-delà, quand on dit qu'il faudrait améliorer l'environnement des affaires, la première des choses donc à faire, c'est rétablir la paix et la sécurité. Quand il y aura la paix et la sécurité, le Congo démocratique regorge donc des potentialités énormes. On devra attirer des investissements, mais des investissements de qualité. Aujourd'hui, ce que nous avons comme investissement qui entre dans ce pays, c'est des investissements spéculatifs. Des gens qui viennent prendre avantage d'une situation d'insécurité, qui veulent se positionner en attendant que les jours meilleurs arrivent. Et j'estime qu'il faudrait qu'on puisse régler définitivement ce problème donc, de guerre, créer donc les conditions de stabilité politique, et à partir de ce moment-là, le gouvernement, en ayant des politiques économiques qui soient rassurantes, en mettant en place un environnement des affaires qui soit attrayant, on pourra attirer beaucoup d'investisseurs. D'abord en commençant par les Congolais, parce que les Congolais doivent être rassurés qu'ils peuvent investir dans leur propre pays. Et en ce moment-là, les étrangers pourraient donc venir et les accompagner aussi. Tout à fait. Alors, nous sommes ici avec Dr Noël Tchani qui a écrit un livre qui s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». Je suis avec ma consoeur Faiza Mika qui vient de Kinshasa. Alors, Dr Tchani, vous avez parlé de 25 banques qui sont au Congo, mais il n'y a pas d'investisseurs, disons, congolais qui ont des banques au Congo. Quelle est la politique qu'aujourd'hui le système économique congolais doit utiliser pour justement encourager soit la diaspora ou les investisseurs locaux à investir justement dans des banques aussi? Oui, moi je pense que c'est une question de vision de nos autorités monétaires et de nos autorités politiques. Si on fait appel à la diaspora congolaise, mais également aux Congolais au pays, en leur présentant des opportunités d'investissement dans le secteur bancaire, tout comme dans tous les autres secteurs, en créant des conditions telles que les gens se sentent à l'aise à mettre l'argent donc dans ces secteurs-là, on aura des intérêts certains. Je peux donner l'exemple. Il y a eu tout récemment une banque qui était mise en vente. Il s'agissait de la Banque commerciale du Congo. Il y a des gens, des intérêts qui sont venus d'un peu partout. Mais on était surpris d'apprendre que cette banque a été vendue dans des conditions que personne ne peut comprendre. Il n'y a jamais eu donc d'appel d'offres de façon transparente, où on invite les gens en disant voici les conditions qu'il faudrait pour investir dans cette banque-là. Je considère qu'aujourd'hui, si on a cette vision au niveau de l'autorité monétaire, au niveau de l'autorité politique, on pourrait attirer des Congolais tant au pays qu'à l'étranger. Mais il faut d'abord définir cette vision-là. Je vous dis qu'ici aux États-Unis, il est difficile de trouver des étrangers qu'on autorise à aller investir, acheter par exemple le capital donc, des grandes banques américaines telles que la Citibank ou bien la Bank of America. Si vous voulez acheter donc 10% du capital donc, de ces banques-là, eh bien, on va saisir même le Congrès américain pour qu'il puisse se prononcer donc là-dessus, en étudiant la qualité de l'investisseur qui voudrait donc mettre son argent donc, dans ces banques-là. Pourquoi ne pas faire le même raisonnement dans un pays comme le Congo? Donc j'estime qu'il faudrait d'abord qu'il y ait cette vision-là au niveau de l'autorité monétaire et au niveau de l'autorité politique, qu'on définisse les règles du jeu pour attirer des investisseurs d'abord congolais, de l'intérieur tout comme de la diaspora. Et une fois que ces conditions donc, sont clairement définies, en ce moment-là, on pourrait chercher des voies et moyens pour trouver des gens qui ont des moyens pour pouvoir investir donc, dans ce secteur. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste. Je crois sincèrement aujourd'hui, et je parle avec beaucoup de gens, des Congolais, qui sont prêts à pouvoir investir donc dans ce pays-là, mais moyennant certaines conditions. Comme je le disais tout à l'heure, la première des conditions, c'est la condition de retour à la paix et à la sécurité, mais aussi qu'il y ait une certaine sécurité juridique qu'on puisse donner à ces investisseurs qui voudraient mettre l'argent dans leur propre pays. Et aussi qu'on sente que nos autorités sont réceptives aux investissements qui viennent donc des nationaux, qui rentrent dans ce secteur et qu'on crée des conditions pour pouvoir donc les accompagner, les encourager à pouvoir investir dans leur pays. Je suis très optimiste que si on le fait, on pourra trouver des gens
qui peuvent donc s'intéresser à mettre de l'argent dans ce secteur-là. Madame Feza, vous étiez à Kinshasa, le gouvernement a introduit un système de paiement des fonctionnaires, des enseignants. Docteur Noël, pouvez-vous nous dire, est-ce que ce système a-t-il un avantage sur justement le circuit bancaire? Il faut saluer cette mesure, cette initiative du gouvernement de pouvoir payer les gens à travers le système bancaire. Il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est d'éviter donc des fraudes. Quand on a des listings des gens et qui sont répertoriés clairement, on dépose donc dans les banques. Le gouvernement donc donne un mot d'ordre pour que des paiements soient effectués donc dans ces comptes-là. Je crois qu'on élimine donc des personnes fantoches qui n'existent pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'abord, ça permet une rapidité donc de paiement. En donnant un ordre de paiement, donc en 1 minute, on peut payer donc 1 million de personnes donc à la fois. Troisième chose, j'estime aussi que ça permet d'habituer les gens à pouvoir utiliser le secteur bancaire. Comme je le dis tout à l'heure, le taux de bancarisation au Congo est très faible. Quand on paye quelqu'un à travers donc une banque, peut-être qu'il ne va pas utiliser tout son argent donc le même jour. L'argent peut rester pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 1 mois, et ainsi de suite. Tant qu'il n'a pas besoin, donc cet argent-là, ça reste donc dans ce compte. Ça permet d'augmenter donc le taux de bancarisation, mais également donc, ça permet d'augmenter donc le taux d'épargne. Sous réserve, bien sûr, que les salaires qu'on paye aux gens donc, sont suffisants pour qu'on puisse épargner un peu et puis ne pas tout prendre donc, le jour suivant. Donc, je vois beaucoup d'avantages à travers ce système qu'il faut saluer, à travers donc, cette mesure qui a été prise par le gouvernement, qu'il faut saluer et qu'il faut encourager et qu'il faudrait donc étendre non pas simplement aux fonctionnaires donc, de l'État proprement dit, mais également il faudrait étendre cela donc, à la police, à l'armée, dans le secteur privé, ainsi de suite. Je crois que le système bancaire qui se développe de cette façon-là pourra mobiliser plus de ressources qu'on peut utiliser aussi pour prêter donc, aux gens qui en ont besoin donc, dans d'autres domaines. Quoi. Vous qui venez de Kinshasa, ce qu'on nous dit, c'est que beaucoup de gens préfèrent garder leur argent chez eux que d'aller déposer ça dans une banque. Est-ce que cela a un impact sur la stabilisation de la monnaie? Oui, oui. Bah, je pense que votre question elle est très intéressante dans la mesure où il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens préfèrent garder l'argent dans leur poche, dans leur matelas, plutôt que dans les banques. Les gens préfèrent le faire pour plusieurs raisons. D'abord, une fois qu'ils déposent l'argent à la banque, est-ce qu'ils ont accès facile à cet argent-là? Quand ils en ont besoin, est-ce qu'ils peuvent aller à la banque et retirer l'argent quand ils le veulent et faire des transactions courantes donc, au moment où ils en ont besoin? Si la réponse est non, il y a un problème avec le système bancaire qu'il faudrait régler avant que les gens puissent avoir confiance dans ce système-là. Mais deuxième raison aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la banque congolaise. Si quelqu'un dépose son argent dans une banque, il faudrait que cette personne ait l'assurance que son argent sera là à tout moment. Et si la banque tombe en faillite, qu'il y a quelqu'un ou une institution qui pourra lui assurer le remboursement de ses dépôts. Tant qu'il n'existe pas une institution d'assurance de dépôt, il y aura un problème de confiance qui va se poser. Ce problème a été résolu donc dans certains pays comme les États-Unis avec la création de la Federal Deposit Insurance Corporation. Il faudrait qu'au Congo, qu'on puisse créer des institutions de ce genre-là qui puissent rassurer les gens qu'en cas de difficulté d'une banque particulière, la banque ne va pas donc juste fermer les portes et puis tout le monde va perdre les dépôts. Que les déposants vont avoir un moyen de recours. Et ce moyen de recours, c'est l'existence donc d'une institution d'assurance de dépôt. Donc il faudrait vraiment que les autorités monétaires et les autorités politiques pensent à mettre en place donc de tels mécanismes d'assurance de dépôt qui puissent donc rassurer les gens et créer la confiance donc dans le système bancaire. Et la confiance dans le système bancaire est aussi liée à la confiance donc dans la monnaie. J'ai parlé tout à l'heure là d'une monnaie qui perd des valeurs chaque jour. Si le franc congolais perd des valeurs chaque jour, qu'il est géré de façon qui ne soit pas rassurante, ben, il est tout à fait difficile de demander à qui que ce soit de pouvoir garder, de faire des réserves, de faire des épargnes donc, dans cette monnaie-là. On aura tendance à pouvoir préférer toujours des monnaies étrangères contre la monnaie nationale. Et ça, ce n'est pas rassurant ni pour la politique monétaire que conduit la Banque centrale, ni pour le développement de l'économie nationale qui doit s'appuyer sur la gestion de la monnaie nationale aussi. Mais docteur Noël Tchani, est-ce que nous sommes obligés d'avoir une monnaie nationale? Parce que nous voyons en face de nous, ils sont dans la zone CFA. Est-ce
on ne peut pas intégrer cette zone dans la mesure où nous voyons qu'il y a quand même plusieurs pays qui sont ensemble, qui utilisent le même système bancaire, et puis les conditions, les règles sont un peu plus serrées qu'avoir une monnaie nationale, par exemple. Je vais vous dire une chose, c'est que lorsque les pays comme ceux de la zone CFA se sont mis ensemble pour avoir une monnaie commune, cette monnaie commune présente des avantages et des inconvénients aussi. Parmi les avantages, je sais qu'on a enlevé à chacun des États la capacité de battre la monnaie comme il veut, de façon illimitée et parfois incontrôlée, de recourir à la planche à billets, parce qu'il y a des règles bien strictes. Et cette monnaie est gérée à travers ce qu'on appelle les principes de fonctionnement du compte d'opération qui sont liés au Trésor français. On a enlevé en quelque sorte donc à ces États-là la capacité de battre monnaie comme ils veulent. Mais est-ce qu'il y a un inconvénient? C'est un avantage dans la mesure où, en d'autres termes, l'indépendance dont je parle, quand je parle donc de la Banque centrale au Congo, cette indépendance de la politique monétaire dans la zone CFA, elle est garantie, mais à travers les mécanismes de gestion du compte d'opération qui sont liés donc au Trésor français. Maintenant, est-ce que nous pouvons réaliser le même objectif en ayant une monnaie nationale comme le franc congolais? Je pense oui. Nous pouvons réaliser le même objectif, mais à condition qu'on se donne une certaine discipline. Qu'on donne l'indépendance à la Banque centrale pour que les pouvoirs politiques n'aient pas une emprise aussi écrasante sur la Banque centrale au point de l'amener à recourir à la planche à billets à tout moment pour faire face à leurs besoins qui sont parfois au-delà donc de tout ce qui peut être justifié donc de façon économiquement acceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait qu'on puisse penser avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La Banque centrale, dans certains de nos pays, a toujours été utilisée comme étant un instrument politique. Tant que vous mêlez la politique à la Banque centrale, vous allez avoir les conséquences sur la valeur de la monnaie. Donc, si le Congo démocratique arrive à réunir aujourd'hui les principes élémentaires d'avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi de donner l'indépendance à la Banque centrale et de laisser la Banque centrale fonctionner comme il se doit, on devrait être à mesure d'avoir une monnaie nationale qui soit respectable, qui soit crédible et qui puisse garantir au peuple congolais les mêmes avantages que ceux qui font partie donc, de la zone CFA. Je voudrais, à titre illustratif, vous indiquer une chose. Vous savez, l'Allemagne, au sortir de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avait une monnaie très instable. Qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont fait le diagnostic de la situation et ils ont déterminé qu'il fallait que ceux qui ont le pouvoir d'imprimer la monnaie n'aient pas aussi le pouvoir de dépenser de l'argent. Ceux qui dépensent l'argent, c'est le gouvernement. Ceux qui gèrent la monnaie, qui impriment la monnaie, c'est la Banque centrale. Il fallait mettre une barrière entre les deux. C'est ça la notion de l'indépendance. On a créé en Allemagne ce qu'on appelle la Bundesbank allemande, la Banque centrale allemande, qui était l'une des banques les plus indépendantes de la planète, mais qui a géré le Deutschmark allemand pendant plusieurs décennies avec des méthodes les plus conservatrices possibles, au point où le Deutschmark était, je peux dire, la monnaie la plus forte du monde, la plus stable du monde. L'Allemagne n'est pas un pays qui est beaucoup plus grand que la République démocratique du Congo. Nous avons tous les avantages pour avoir au Congo une monnaie aussi bonne que la monnaie allemande. Nous avons un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Nous avons une population aussi nombreuse que la population allemande. Ce qui nous manque, c'est les principes de gestion et de l'économie et de la monnaie et de stabilité politique. Si on peut mettre nos actes, get our act together, comme on dit en anglais, je pense que les Congolais devraient être à mesure d'espérer avoir au Congo une monnaie aussi bonne, une monnaie aussi crédible, une monnaie aussi stable que le Deutschmark allemand, mais en suivant les mêmes principes que les autres, comme en Allemagne, avaient suivi dans le passé. Alors, avant de terminer, puisque je vais laisser aussi la parole à ma consoeur, une préoccupation. Est-ce la longévité d'un responsable à la tête de la banque est synonyme de la stabilité de la monnaie? Bon, vous posez une question intéressante parce que dans les critères d'indépendance d'une banque centrale, on a toujours considéré que les dirigeants de la banque doivent rester
pendant les mandats bien spécifiques. Et si on leur donne des mandats relativement donc longs, ils pourraient, et que pendant ces mandats-là, ces dirigeants de la banque ne soient pas menacés de révocation, d'arrestation, ainsi de suite. Généralement, ces critères-là, c'est un critère d'indépendance. Ils ont tendance à faire une politique monétaire qui n'est pas sujette à des fluctuations politiques. Ça, c'est au niveau du principe. Et nous avons, je peux vous assurer par exemple qu'ici aux États-Unis, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Federal Reserve Bank, il vient avec un mandat d'une période de temps bien déterminée. Et au bout de cette période-là, le mandat doit être renouvelé. Et s'il n'est pas renouvelé, il part. Mais quand il est renouvelé, pendant la tenue de ce mandat-là, le gouverneur et son conseil d'administration sont tout à fait libres de décider donc des politiques telles qu'ils les considèrent appropriées pour la bonne marche de l'économie ou bien la bonne marche de la stabilité monétaire, sans pouvoir céder nécessairement aux pressions politiques. Alors, dans les pays en développement, malheureusement, on a trouvé... Du cas du Congo, puisque c'est ça qui nous intéresse. Oui, j'y arrive. Dans le cas du Congo, dans les pays en développement d'une façon générale, je dirais qu'il y a parfois des complaisances qui font que lorsque une autorité monétaire ne reste pas en poste pendant très longtemps, c'est un critère qui affecte l'indépendance, mais lorsqu'il reste aussi en poste pendant trop longtemps, c'est peut-être parce qu'il est trop lié au pouvoir politique et il n'est pas du tout indépendant. Donc, c'est aux Congolais d'apprécier cela et j'estime que c'est un cas d'école qu'il faudrait étudier. Et ce qui est important, il faudrait que les gens respectent les mandats. Je suis triste d'apprendre qu'un mandat de 5 ans qui dure pendant 10 ans et qui arrive jusqu'à 15 ans, contrairement donc à tout ce qui était prévu donc dans la Constitution, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce qu'on considère que de tels mandats ne pouvaient pas être justifiés si la personne concernée n'était pas liée au pouvoir politique. Et s'il est lié au pouvoir politique, est-ce qu'il fait nécessairement ce qui est bien dans l'intérêt du pays ou bien ce qui est... Entre-temps, la monnaie continue donc à se dégrader. Il y a un problème qu'il faudrait que le Parlement congolais ou le Sénat congolais arrivent donc à analyser et comprennent des mesures qui soient appropriées donc dans ce domaine-là. J'aimerais un peu savoir quel est l'avantage que la Suisse a sur les autres pays, étant donné que son système bancaire est très apprécié. Vous allez trouver que dans le livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible », j'analyse de très près le système bancaire suisse, le système monétaire suisse, tout comme je passe en revue le système des banques centrales dans les pays européens, donc aux États-Unis, et ainsi de suite. Là. Bon, quand on regarde tous ces pays-là, les principes de gestion de la monnaie restent plus ou moins universels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que la monnaie soit gérée de façon autonome, indépendante, qu'il n'y ait pas d'interférence politique dans la gestion quotidienne de la monnaie. Il faudrait que la Banque centrale ait l'autonomie et l'indépendance. Et il faudrait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faudrait que l'économie marche. Il faut que la monnaie soit assise sur une économie qui produit. On ne peut pas faire une monnaie crédible si l'économie du pays ne génère pas de la richesse. L'économie de la République démocratique du Congo a une grande potentialité de générer de la richesse. Et on génère de la richesse. Sauf que la richesse qui est générée sort par tous les trous et n'entre pas dans les caisses comme il se doit. J'estime qu'il faudrait reformer l'économie congolaise aujourd'hui pour que les recettes d'exportation, la richesse qui est générée par la production nationale, tant minière, agricole, ainsi de suite, là, cela puisse entrer dans les caisses et de façon transparente pour que l'État puisse avoir un budget clair et transparent qu'on met en pratique dans la réalité. Je suis triste lorsque j'entends que les prévisions budgétaires qui sont approuvées par le Parlement, qui sont approuvées par le Sénat, à la fin de la journée, ne sont réalisées qu'à concurrence peut-être donc de 12, 15, 20%. Il se pose un problème. Quand on adopte un budget, il faut qu'on respecte ce budget-là. Et tant qu'on n'a pas respecté le budget, la monnaie n'aura jamais de valeur. C'est ces principes-là que la Suisse suit, que l'Allemagne ou les pays européens donc suivent, que les États-Unis suivent, donc suivent. Tant que ces pays-là font ces choses pour avoir donc leur monnaie qui soit crédible, la République démocratique du Congo, si elle veut se doter d'une monnaie crédible, il faudrait qu'elle se mette dans la danse,
qu'elle joue d'après les mêmes règles que d'autres pays suivent aussi. Alors, Madame Feza, on aimerait avoir Dr Tchani toute la journée, mais malheureusement, on est buté par le temps. Vraiment. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre que c'est vraiment important que nous ayons la chance d'avoir quelqu'un comme Dr Tchani qui est vraiment dans le système, qui connaît et qui parle avec conviction, puisqu'il sait, il est dedans, il est dans le jeu, comme on dit. Est-ce que vous avez une petite dernière question? Oui, une petite dernière question, c'est que vous êtes revenu plusieurs fois sur le mot indépendance, autonomie. Dois-je comprendre que c'est le point focal de la bataille pour une monnaie nationale crédible? Oui, je reviens sur l'indépendance et l'autonomie. C'est l'un des points importants de la bataille pour une monnaie nationale crédible. Comme je le dis, il y a des principes, et ces principes sont nombreux, de gestion monétaire, que beaucoup de pays dans le monde ont suivi, et que si le Congo doit pouvoir arriver au résultat qu'on espère, et qui soit bénéfique pour la population dans le sens de la stabilité monétaire, le Congo doit suivre ces principes-là. Parmi ces principes, l'indépendance de la Banque centrale figure bien sûr parmi les premiers. En tête de liste, je peux dire. Donc l'indépendance de la Banque centrale, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on ne la respecte pas, la Banque centrale aura tendance à prendre des décisions pour plaire à certaines personnes, à certains partis politiques ou à certains groupes sociaux. Et en prenant des décisions qui ne soient pas justifiées économiquement, on aboutit toujours à des abus, et ces abus ne sont pas rassurant pour la stabilité de la monnaie. Donc l'indépendance de la Banque centrale, c'est l'un des critères importants pour la stabilité de la monnaie. Mais au-delà de l'indépendance, il y a aussi donc d'autres critères. J'ai parlé de la gestion budgétaire, de la transparence dans la gestion donc des ressources. J'ai parlé donc de la stabilité politique. J'ai parlé donc de la qualité des ressources humaines. J'ai parlé donc du bon fonctionnement du système financier. J'ai parlé de l'implication des nationaux dans le système donc financier, dans le système bancaire. J'ai parlé donc d'un bon fonctionnement donc du système du marché des capitaux. Donc tous ces principes-là, on doit les mettre ensemble. Et s'ils sont assis sur une dynamique qui attire des investissements, qui donne en quelque sorte l'essor au secteur privé pour que son imagination donc soit mise à contribution, pour que l'économie donc puisse s'épanouir, pour que la production nationale donc puisse être augmentée, je pense qu'on devrait aboutir à une monnaie en République démocratique du Congo qui soit une monnaie de qualité et qui puisse être comparable donc à d'autres monnaies, non seulement sur le continent, mais sur le plan international. Gary, si je comprends bien, c'est un remède par rapport aux mots qui rangent l'économie et surtout les systèmes bancaires. Le livre qu'a publié Noël Tchani, qui est intitulé « La bataille pour une monnaie nationale crédible », donc les gens doivent vraiment avoir cela. Oui. Et il faut souligner aussi que ce n'est pas le seul livre que le Dr qu'il a publié, bien sûr. Mais moi, ma curiosité est toujours en train de grandir. J'aimerais savoir un peu comment est-ce qu'il faut sécuriser la fabrication et la mise en circulation de la monnaie. Parce qu'on a suivi, comme tout le monde, les gros billets de banque qui ont été imprimés. Et avant même qu'ils soient en circulation, on les a retrouvés généralement à l'est de la République démocratique du Congo, alors que la Banque centrale n'avait pas encore mis ces billets en circulation. Dr Tchani, comment est-ce qu'on peut sécuriser la mise en circulation de la monnaie? Oui, vous savez, d'abord, je voudrais dire que la République démocratique du Congo a un instrument important dans ce domaine-là. C'est le fait que nous avons ce qu'on appelle l'hôtel de monnaie au sein de la Banque centrale. L'hôtel de monnaie permet d'imprimer la monnaie congolaise sur place. Bon, s'il est doté d'une capacité technique suffisante, d'une capacité, et je pense que la capacité technique, donc, elle est là, nous devrions être en mesure d'imprimer la monnaie congolaise donc, au Congo. C'est pour ça que l'hôtel de monnaie a été conçu et créé donc en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est fait sur place. Voilà. Mais maintenant, il est quand même déplorable que certains imprimés de valeur soient importés de l'extérieur au lieu que ces imprimés soient imprimés sur place, notamment donc la monnaie.
je pense qu'il doit se poser peut-être un problème de la capacité de production dans les délais pour arriver donc à satisfaire donc aux besoins du pays. Je n'ai pas tous les éléments donc là-dessus, mais tout ce que moi je voudrais dire, c'est que j'encourage fortement la République démocratique du Congo à regarder cet instrument utile qui se trouve au sein de la Banque centrale pour qu'on puisse la doter de toute la capacité technique, des ressources humaines de qualité, mais qu'on puisse lui donner aussi donc des conditions de sécurité pour que les problèmes que vous évoquiez ne puissent pas se reproduire continuellement. Une monnaie touche aux vies de plusieurs personnes. La monnaie congolaise touche à la vie de tous les Congolais. Si elle n'est pas bien gérée, si elle est produite donc en anarchie, si on la produit à Kinshasa et avant qu'elle soit mise en circulation, on apprend qu'elle est déjà donc en circulation quelque part par des moyens qui ne sont pas très catholiques, il se pose un problème. Je crois que c'est une question encore de gestion humaine. Il faudrait l'homme qu'il faut. Même des rouleaux de billets de banque, voilà. Sans être coupé. Il faudrait l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et cela implique la restructuration non pas simplement donc de la Banque centrale, de l'hôtel de monnaie, mais des services de sécurité, de la police, ainsi de suite, pour que le Congo, en tant que pays, fonctionne donc avec assurance. Et là, nous ne sommes pas encore là, et j'espère que nous travaillons tous donc dans ce sens-là pour mettre en place ces instruments qui puissent permettre donc de rassurer les gens et d'assurer donc la sécurité, non pas simplement à la monnaie, mais à l'ensemble de la population. J'aimerais quand même savoir, c'est une question de curiosité, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la monnaie, à la banque, au circuit bancaire, économie. À l'économie, il y a plusieurs domaines. Une question très intéressante. Je dirais que ça vient, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. J'avais commencé d'abord en tant qu'étudiant en sciences économiques à m'intéresser aux questions monétaires, aux questions des banques. Et quand j'ai terminé l'université, j'avais fait d'abord donc une MBA en banque et finance. J'ai fait un doctorat en banque et finance. J'ai travaillé dans les banques commerciales donc à New York. J'ai travaillé à la Citibank, à la JP Morgan Chase, à la Republic National Bank of New York. Et quand j'ai quitté donc ces institutions, je suis venu donc dans une institution multilatérale donc à Washington. J'ai travaillé toujours dans le domaine donc du secteur financier et j'ai eu des interactions avec les banques centrales, avec les ministères des Finances. On traitait donc des questions de développement du secteur financier, des questions de gestion monétaire, de gestion macroéconomique. J'ai pu développer une expertise donc dans ce domaine-là. Donc, si bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de vous dire pourquoi je m'intéresse à la monnaie, mais je m'intéresse à la monnaie parce que la monnaie, c'est quelque chose qui touche à la vie de tout le monde. Et j'ai regardé donc mon pays. Et je me suis dit, s'il y a un élément qui a appauvri la population, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est la monnaie. Je vous donne un exemple. En 1998, on a introduit le franc congolais au taux de $1 égale à 1,3 francs congolais. 14 ans plus tard, $1 vaut 940 francs congolais. Quand vous regardez le taux de dépréciation monétaire, ça fait une dépréciation de près de 100 000%. C'est-à-dire que si vous aviez en 1998 $100 000 et que vous les avez mis dans votre compte, aujourd'hui, ces $100 000, ça ne vaut plus moins de $1, à peine 53 cents. C'est l'élément qui touche aux vies des gens, de pratiquement tout le monde. Donc, si on veut améliorer les conditions de vie de la population congolaise, il faudrait qu'on puisse penser à comment il faut gérer cette monnaie-là. Donc, c'est ça qui fait que je m'intéresse beaucoup à ces questions. C'est dans le sens de pouvoir trouver des solutions, proposer des solutions qui puissent être utiles, non pas simplement à notre pays, mais surtout donc à notre population, pour qu'on puisse au moins leur assurer un certain pouvoir d'achat, une certaine stabilité de pouvoir d'achat. Je crois que tout a été dit. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que Bakolo State ce soir a reçu M. Noël Tchani, auteur de plusieurs livres. Nous allons demander à notre consoeur Feza de pouvoir un peu nous rappeler qui on a reçu ce soir et toutes ces œuvres.
Alors, chers téléspectateurs, je vous l'avais dit au début de l'émission, nous avons reçu sur ces plateaux, donc Gary et moi, Noël Tchani, qui est docteur en économie, haut fonctionnaire dans une organisation internationale basée oui, en Télénord, aux États-Unis, bien sûr. Et il a eu à occuper plusieurs fonctions dans cette organisation internationale. Et non seulement qu'il est fonctionnaire, mais il est aussi auteur. Preuve pour preuve, nous avons des livres qu'il a écrits sur cette table, bien sûr. 2 livres déjà et le 3e dont nous avons eu à débattre sur cette émission. Je cite « Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo » et puis « Building Credible Central Banks Policy, Lessons for Emerging Economies ». Je ne suis pas anglophone comme tout à fait, vous, mais je me débrouille quand même. Et le 3e livre qui est « La bataille pour une monnaie nationale crédible » dont on a assez décortiqué sur ces plateaux, Gary. Tout à fait. Alors, Dr Tchani, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot et pour conclure l'émission de ce soir. Bien, madame, monsieur, je voudrais vous remercier tous les deux pour l'intérêt que vous accordez donc, aux publications donc, que j'ai mises sur le marché. Comme je l'ai dit, mon livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible » va être sur le marché d'ici le 19 décembre 2012. Ça, c'est un cadeau de Noël pour nous. Effectivement, oui. Et dans ce livre, je soulève des questions qui touchent à la vie de tous les Congolais. Je soulève la question de savoir qu'est-ce qu'un pays comme la République démocratique du Congo, qui n'a pas eu beaucoup de succès dans la gestion monétaire depuis 1960 donc jusqu'à ce jour, malgré toutes les monnaies qui se sont succédées donc au Congo. J'ai parlé donc du franc congolais d'avant, j'ai parlé donc du Zaïre monnaie, j'ai parlé du franc congolais d'aujourd'hui. Toutes ces monnaies se déprécient au jour le jour. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que le Congo démocratique peut faire pour qu'une fois pour toutes, il puisse avoir une monnaie qui soit crédible, qui soit respectable, qui conserve de la valeur, qui assure une certaine stabilité du pouvoir d'achat à la population. Dans ce livre, j'ai fait le diagnostic de la situation antérieure, mais je propose aussi des solutions qui pourraient être utiles pour l'avenir. Des solutions qui touchent à la monnaie, qui touchent à la banque centrale, qui touchent au système financier, qui touchent à la gestion macroéconomique, qui touchent à la gestion de l'économie d'une façon donc générale. Je pense que c'est un livre qui pourra être utile, non pas simplement aux gouvernants, non pas simplement aux autorités monétaires, mais aussi qui pourrait être utile aux étudiants qui sont donc sur le banc de l'école. Parce que je considère que la façon de penser du Congolais doit être conditionnée de façon telle qu'on puisse penser qu'une monnaie forte est crédible. Une monnaie crédible est possible au Congo. Si nous nous mettons donc dans notre subconscient l'idée qu'une monnaie crédible est possible au Congo, et si on arrive à intérioriser les principes de gestion monétaire que d'autres pays ont suivis pour avoir des monnaies crédibles, je pense qu'au Congo, nous pourrons être à mesure, tôt ou tard, de mettre en œuvre ces principes pour que les Congolais puissent espérer avoir une monnaie qui se respecte, une monnaie qui conserve de la valeur et une monnaie dont nous pourrons tous être fiers. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous tenons vraiment à remercier Maître Gino Mokasson qui a été à la technique pour nous aider à réaliser cette émission. Nous voulons dire grand merci au docteur Noël Tchani qui a accepté de répondre à ces quelques questions, surtout pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, apporter cette expertise qu'il a sur la gestion de la monnaie. Mais aussi, je dis vraiment merci à ma consoeur Feza Mika qui est venue de Kinshasa, qui a voulu s'associer à nous dans le cadre de cette collaboration pour essayer d'animer cette émission de ce soir. Je suis très ravi, madame. Merci beaucoup. Et aussi, je dis merci à vous qui nous avez suivis de partout, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à travers le monde, par la magie de l'Internet. Je crois que nous avons la chance d'avoir autour de nous des gens qui ont cette connaissance de la matière, puisque nous, on se pose beaucoup d'interrogations, on s'est beaucoup posé des questions sur cette dollarisation de l'économie. Nous avons posé des questions pour savoir si il est possible d'avoir une monnaie crédible et forte. Est-ce qu'il est possible d'avoir une économie forte? Voilà, vous avez vu
le docteur Tchani, qui est vraiment spécialiste à la matière, qui nous a aidé à répondre à toutes nos interrogations. Merci à vous qui suivez Bacolo State de partout. Restez branchés et continuez à nous écrire et nous joindre sur www.bacolostate.com, mais aussi vous pouvez nous envoyer les emails sur l'adresse qui paraît. Et voilà, comme je dis toujours, bien de bonnes choses à vous. Et lisez, cultivez-vous. Et surtout aux étudiants qui font la gestion monétaire, tous ces étudiants de l'économie, en faculté d'économie, nous vous recommandons ce livre très, très, très intéressant qui va sûrement ajouter un plus dans votre connaissance. Voilà, c'était Gary Iwele depuis Washington, D.C. Et je dis au revoir et on se voit la semaine prochaine. Peace. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Canadi, Kelly, Ion, papa.